Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième numéro du JT de la télé saison 7. Merci pour les retours pour ce premier épisode, ça me touche énormément. Au sommaire de ce second numéro, dans les petites news à picorer, on va parler de Ça vaut le coup, la nouvelle émission de Faustine Bollaert. On parlera également de Dressing Challenge, la nouvelle émission de Christina Cordula sur M6. On parlera des premières infos sur la nouvelle saison de Pékin Express. Et enfin, on parlera de la suite de La Flamme et du Flambeau. Dans le top flop de Benji, il reviendra sur les éditions spéciales consacrées au séisme du Maroc. Dans le décryptage de la semaine, on parlera du complément d'enquête sur le Puy du Fou qui a fait couler beaucoup d'encre. Retour sur la semaine médiatique de ce complément d'enquête. Et enfin, dans les gros dossiers de la semaine, on parlera de HPI et Audrey Fleurot évoque la version américaine et les premières infos sur la saison 4 de la version française. On parlera également des yeux grands fermés, le téléfilm événement sur l'inceste porté par Muriel Robin sur TF1. Et enfin, on parlera de TPMP, fake news complot au cœur des polémiques de TPMP en cette rentrée. Tous ces sujets sont abordés dans la suite de cette vidéo. Tous les timecodes sont à retrouver dans la description et en bas dans le lecteur. Et on se retrouve juste après le générique pour parler de tout ça. C'est parti, générique! Et comme chaque semaine, on commence cette émission avec les petites news à picorer, ces infos qu'il ne fallait pas manquer. C'est parti, c'est maintenant. Faustine Bollaert dévoile les premières informations sur sa nouvelle émission pour France 2. L'animatrice très appréciée des téléspectateurs de France 2 va animer un nouveau rendez-vous baptisé Ça vaut le coup, une émission qui sera diffusée le samedi après-midi. Ce 5 septembre à l'antenne de Sud Radio, Faustine Bollaert en a dit un peu plus sur le contenu de son nouveau programme qui devrait arriver cet automne à l'antenne. Elle indique, je cite, « C'est vraiment une émission positive, lifestyle, d'art de vivre où je serai entourée de personnalités très hautes en couleurs qu'on a envie de connaître et qui sont pour que chacun puisse se reconnaître. On les a appelés les consomme acteurs. L'idée c'est j'écoute les Français la semaine et le week-end je vais les aider à organiser leurs vacances, à préparer Noël avec des tas de tips mais extrêmement concrets, très pratiques pour s'habituer aux nouvelles modes de consommation. » Elle a révélé le premier nom d'un chroniqueur de Ça vaut le coup en la personne de Jean-Philippe Doux qui était sur M6 avec elle dans 100% Mag de 2008 à 2014. « Je suis quelqu'un d'extrêmement fidèle et je trouve qu'il a un talent fou et qu'il avait parfaitement sa place. » On évoque maintenant les informations sur la nouvelle émission de Christina Cordula sur M6. Exit les reines du shopping, Christina Cordula est de retour avec un nouveau concept toujours centré sur sa spécialité, la mode. Dans Dressing Challenge, elle aidera des personnes à détoxifier leur dressing. La chaîne explique qu'il s'agira pour l'animatrice d'aider les participantes à faire leur tri dans leur garde-robe pour composer de nouveaux looks, composés à partir de vêtements de seconde main. Dans ce programme, elle promulguera aux téléspectateurs et téléspectatrices des conseils pour trier, donner et revendre les objets qu'ils ne portent plus et qui envahissent leur armoire. À chaque fin d'émission, elle proposera aux participantes de nouvelles tenues grâce à l'argent récolté après la revente de leurs vêtements. Lors de la dernière saison inédite des Reines du Shopping, diffusée entre le 22 août et le 28 octobre 2022, l'émission avait attiré 443 000 téléspectateurs. C'est à partir du lundi 25 septembre prochain que M6 diffusera l'émission du lundi au vendredi à 16h50. On reste sur M6 avec les premières informations sur la nouvelle saison de Pékin Express. C'est Stéphane Rothenberg, essoufflé en pleine étape de Pékin Express, qui s'est exprimé sur Instagram pour donner les premières informations sur la nouvelle saison. Dans un premier temps, il a révélé le nom de cette 18e édition de Pékin Express sur les traces du Tigre d'Or, un nom aussi intriguant que mystérieux. Cette quête lancera les candidats sur les routes de 3 pays, l'Indonésie d'abord, et c'est à Bali que les équipiers débuteront cette saison. Ils passeront ensuite par l'île de Java, où se situe le lac Kawai Jain, le plus grand lac d'acide au monde, là où Stéphane Rothenberg a enregistré son message, puis cap sur la Malaisie, une grande première car l'émission n'a jamais traversé ce pays. Ensuite, la dernière partie du parcours se déroulera sur les routes du Vietnam pour une grande finale à Hanoï. Les fans de l'émission vont donc devoir attendre courant 2024 pour suivre cette nouvelle course folle à travers les routes asiatiques. Qui remportera cette nouvelle édition? Réponse dans quelques mois sur M6. Et on termine avec Jonathan Cohen qui évoque une suite à La Flamme et au Flambeau.
Dans le cadre de la promotion du film Sentinelle disponible sur Amazon Prime Video, Jonathan Cohen était l'invité de RTL Bonsoir le 6 septembre dernier sur RTL justement. Durant l'entretien, l'acteur a eu la surprise de découvrir une question de son grand complice Pierre Ninet. Est-ce qu'il se peut que tu vas faire ressurgir Dr Juif et Marc parce que je pense qu'ils ont besoin de quelques sessions encore pour aller vraiment au bout du processus thérapeutique. Est-ce qu'il se peut qu'ils se revoient ces deux-là a-t-il demandé celui qui incarne le personnage de l'incontournable psy Dr Juif dans la série à succès de Canal+. Jonathan Cohen a alors décidé de jouer la carte de la franchise. Pour répondre à cette question, il indique, je cite, « Ouais, ça c'est de l'info, oui, on travaille sur quelque chose évidemment, où on va retrouver une partie sur quelque chose où on pourrait retrouver un peu la troupe. Pour pas vous mentir, j'étais en réunion tout à l'heure, donc ouais, on travaille dessus. » En attendant, les fans de Jonathan Cohen peuvent donc retrouver sur Amazon Prime Video dans le film Sentinelle. Voilà pour les petites news à picorer, on passe maintenant au décryptage de la semaine, c'est parti, jingle! On évoque maintenant dans ce décryptage le fameux complément d'enquête sur le Puy du Fou qui a créé de nombreux remous dans tous les médias cette semaine. Voici donc le retour sur cette semaine très médiatique. Cette histoire médiatique démarre le jeudi 7 septembre dernier. Complément d'enquête fait alors sa rentrée sur France 2 avec un numéro choc sur le Puy du Fou, pointant notamment sur les méthodes plutôt critiquables au sein du parc d'attractions créé par Philippe Devilliers. Si ce dernier a refusé de parler aux caméras de Tristan Ouellec, le présentateur de Complément d'enquête, son fils Nicolas Devilliers, patron actuel du Puy du Fou, a lui répondu longuement aux questions du journaliste devant 827 000 téléspectateurs pour 11,7% du public. Au sein du reportage, le groupe Bolloré a été évoqué à plusieurs reprises, notamment en raison de la proximité avec les activités de la famille Devilliers, notamment dans l'heure des pros sur CNews. Pascal Praud est longuement revenu sur le magazine avec Nicolas Devilliers en critiquant le travail des journalistes de France 2, une opération qui a été réitérée pas moins juste d'une heure après, toujours avec Pascal Praud, toujours avec Nicolas Devilliers et toujours sur le contenu qu'ils ont critiqué. Après la chaîne de télévision et la station de radio, dimanche 9 septembre, c'est le journal du dimanche, désormais dirigé par Geoffroy Lejeune, qui a ajouté sa pierre à l'édifice. Outre un énième article signé cette fois Charlotte Dornella, ex-Valeurs Actuelles et pensionnaire de CNews très régulièrement, dénonçant des malhonnêtetés de complément d'enquête, c'est Gilles William Golnadel, fidèle débatteur du groupe Canal+, qui a enfilé son costume d'avocat pour défendre les intérêts de Philippe Devilliers. Dans une interview réalisée par la rédaction du JDD, le conseil de l'ancien président de la Vendée a estimé que l'émission était, je cite, un véritable réquisitoire à charge, empilant les contre-vérités. Ses responsables ont laissé dire par une personne prévenue contre lui et sans aucunement mettre en doute ses accusations que mon client aurait touché la somme de 15 millions d'euros en contrepartie des scénarios qu'il a écrits pour le Puy du Fou. Or, à plusieurs reprises, Philippe Devilliers a indiqué solennellement que jamais et d'aucune manière, en 40 ans, ni directement ni indirectement, il n'avait touché ni voulu toucher le moindre centime de rémunération à titre de droit d'auteur ou pour toute autre raison en contrepartie de ses scénarios. Il a également indiqué qu'il comptait déposer une seconde plainte, cette fois contre la chaîne du service public, pour des propos niant le génocide vendéen, génocide qui n'existe pas aux yeux des historiens et qui a donc peu de chances d'aboutir en justice. En découvrant cette riposte, le présentateur de Complément d'enquête Tristan Ouellec a réagi sur Twitter et a indiqué, je cite, Après le breaking news sur CNews, la rafale de chroniques sur Europe 1, les petits docteurs guillotinins du service public ont droit à 2 pages du JDD où l'on apprend que le Puy du Fou va porter plainte contre l'émission pour déni négationniste. Il rappelle par ailleurs avec humour que Gilles William Golnadel avait récemment vanté la rigueur juridique incontestable de Complément d'enquête lors d'une enquête sur Sandrine Rousseau. Dans une émission cette fois incarnée par Mathieu Bloc-Côté ce week-end sur CNews, Tristan Ouellec a été qualifié de petit lombric sur son fauteuil rouge de Roitelet et poursuit son tweet et précise, je cite, « À défaut d'arguments de fond, il faut reconnaître aux soldats de CNews en croisade depuis 3 jours une certaine inventivité dans l'insulte. » Concernant la plainte, le journaliste précise, je cite, « Autant les procédures en diffamation on connaît et on les gagne, mais alors une plainte pour contestation de crimes contre l'humanité et négationnisme concernant un génocide vendéen dont le consensus des historiens admet qu'il n'a pas existé, on a franchi un sacré
pas lié. Sans surprise, ce lundi 11 septembre sur CNews, Pascal Praud a répliqué à la suite des nombreux tweets de Tristan Ouellec sur Twitter durant le week-end. Il indique, je cite, « C'était un document très malhonnête, à charge et de mauvaise foi. J'ai vu ces tweets, si j'étais lui j'arrêterais de faire des tweets. Ces tweets ne sont pas vraiment bons. Je ne sais pas son nom. Ces tweets ne sont vraiment pas terribles. Ils sont médiocres et pas malins du tout. » Il a tout de même invité Tristan Ouellec et des journalistes à l'origine de l'enquête sur son plateau, mais il indique, je cite, « Mais ils ne viendront pas parce qu'ils savent qu'ils seront en difficulté. » Enfin, dans un communiqué publié toujours ce lundi 11 septembre, la Société des journalistes de la rédaction nationale de France Télévisions a condamné avec fermeté, je cite, « les accusations de parti pris dont l'émission Complément d'enquête est accusée depuis la diffusion du numéro de rentrée du magazine intitulé Histoire, argent, pouvoir, les secrets du Puy du Fou. » La SDJ a ainsi relevé une série de propos diffamatoires et injurieux visant l'émission portée par Tristan Ouellec lors de la série d'émissions Sauvetage organisée par le groupe Bolloré. Celle-ci énumère par exemple, je cite, « Petit docteur guillotinin dixit Pascal Praud sur Europe 1, Petit lombric dans son fauteuil rouge de Roitelet, dixit Arthur de Waternian sur CNews, menteur dixit Geoffroy Lejeune, nouveau directeur de la rédaction du JDD, manipulateur et j'en passe. » La SDJ s'indigne de ces attaques et atteintes graves à la liberté d'enquêter et d'informer, formulées par des chroniqueurs de médias du groupe Bolloré, CNews, Europe 1 et le JDD, qui le relaient avec complaisance. Elle a par ailleurs qualifié d'infamante la plainte pour négationnisme déposée à l'encontre des journalistes de l'émission par Philippe Devilliers. Pour l'instant, hormis Tristan Ouellec et la SDJ, le silence est d'or à France Télévisions. En effet, ni la présidente Delphine Ernotte, ni Stéphane Sidbon-Gomez, directeur des programmes, ont réagi publiquement à cette enquête et à ces attaques. Par ailleurs, en point d'orgue de cette guerre entre chaînes, Cyril Hanouna, lui aussi sur le groupe Bolloré sur C8, a lui aussi visé Complément d'enquête et annoncé une émission d'investigation sur France Télévisions et Complément d'enquête. Intitulée Enquête de complément, cette dernière sera incarnée par Jacques Cardoz, le prédécesseur de Tristan Ouellec à la tête de Complément d'enquête, et sera produite par Cyril Hanouna. Ça promet. Et enfin, on l'a appris vendredi, selon Médiamétrie, le numéro de Complément d'enquête consacré au Puy du Fou a signé l'un des meilleurs replays à J+7 du programme. Il s'agit du meilleur rattrapage depuis le numéro sur les influenceurs, qui avait rassemblé 1 million de vues supplémentaires en septembre 2022, et sur Patrick Poivre d'Arvor avec plus 293 000 téléspectateurs en avril 2022. À J+7, l'émission gagne 245 000 téléspectateurs en replay, soit 2,3% du public. Au total, en consolidé, 1,072 million d'individus ont regardé cette enquête sur la famille de Villiers. Voilà donc pour ce décryptage de la semaine et on passe maintenant au top flop de Benji et il va revenir sur les émissions spéciales consacrées au séisme au Maroc. Salut tout le monde, aujourd'hui dans ma chronique je vous parle des éditions spéciales qui concernent le Maroc. Vendredi 8 septembre, après 23h, un séisme a touché le Maroc et près de 3000 morts à l'heure actuelle ont déjà été recensés. BFM TV, LCI et France Info ont été en édition spéciale quasiment toute la journée du samedi. BFM TV a obtenu une part de marché de 4,1% cette journée-là, plus 1 point par rapport à d'habitude. TF1 a elle lancé une édition spéciale Maroc dimanche juste après le 13h. Pendant une heure, Solidarité Maroc, présentée par Gilles Boulot et Anne-Claire Coudray, a été regardée par 2 130 000 personnes, soit 18,3% du public. France 2 a proposé un journal délocalisé au Maroc avec Anne-Sophie Lapix lundi, suivi par 3 560 000 personnes. Et ensuite, dès 20h40 et jusqu'à 22h20, il y a une édition spéciale Solidarité Maroc menée par Julien Buget et Caroline Roux, qui a elle réuni 1 550 000 personnes, soit 8% du public. Et enfin, M6 a déprogrammé Le Meilleur Pâtissier mercredi pour un concert intitulé Tous avec le Maroc. Et le programme n'a réuni que 1 102 000 personnes, soit 5,9% du public. Et la chaîne a été battue par Arte. Voilà, c'est la fin de ma chronique et on se retrouve pour le prochain numéro du JT de la télé. Voilà pour ce top flop by Benji Media, vous pouvez le retrouver sur tous ses réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description, notamment sur son compte Twitter, n'hésitez pas. Et on passe maintenant au gros dossier de la semaine, c'est parti jingle.
On évoque maintenant Audrey Fleurot qui en dit plus sur la version américaine de HPI et on vous donnera les premières infos sur la saison 4 de la série en France. Présidente de la 25e édition du Festival de la fiction à La Rochelle qui s'est ouvert ce mardi 12 septembre, Audrey Fleurot en a profité pour parler longuement avec les journalistes. Ravie de cette nouvelle casquette, la star de HPI s'est allée à quelques confidences sur la série Phénomène de TF1 et sur sa future adaptation aux États-Unis sous le nom High Potential, c'est-à-dire Haut Potentiel en français, et menée par l'actrice Kaitlin Olson-Led. Elle explique, je cite, « Je suis très curieuse mais je n'ai encore rien vu, mes producteurs l'ont vu, je crois que globalement il y a un petit nivellement parce qu'ils ne peuvent pas s'autoriser ce qu'on s'autorise, je pense qu'il y a une plus-value de direction artistique car ils ont mis le paquet financièrement, donc en termes d'image c'est upgradé, mais je ne suis pas sûr que HPI soit un projet qui nécessite des moyens, des décors de folie. Encore une fois, je n'ai rien vu donc je suis mal placé, mais je pense que c'est plus le ton qui compte et je crois qu'ils se sont un peu censurés par rapport à nous. Outre cette adaptation forcément très scrutée par le secteur des médias, Audrey Fleurot dit avoir elle plus hâte de découvrir une autre version de la série, la version grecque. Elle indique, je cite, « J'ai vu la bande-annonce de la version grecque et ça j'ai vraiment très envie de voir, ça sent qu'on est beaucoup plus méditerranéen dans le ton, c'est rigolo, la dimension culturelle, car pour moi HPI est un projet très franco-français, les références sont françaises, mais on s'est rendu compte qu'on touchait une forme d'universalité et ça m'a même un peu dépassé, je suis ravi qu'il y ait 50 Morgan, je pense que si un pays pourrait faire une super version, c'est les Anglais, ils auraient pu faire un truc plus fou, là j'aurais été curieuse. » Relancée sur l'adaptation américaine diffusée prochainement sur ABC, Audrey Fleurot s'est laissée à une blague sur son accueil, elle indique, je cite, « Je serais un peu contente qu'il se foire, je pense que c'est totalement autre chose donc je suis plutôt curieuse, j'ai vu la série Poker Face et ça c'est réussi, l'actrice Natasha Lyonne de Orange is the New Black est une bonne idée, moi j'aurais pris cette nénette par exemple pour HPI. Kaitlin Olson-Led, je la trouve un peu jolie, je trouve que tout est un peu trop joli, alors qu'à un moment il faut un truc un peu trash, il faut que le rimel coule un peu, sinon on est ailleurs, on est à Hollywood, mais encore une fois, je n'ai rien vu. En tout cas, ça c'est dit, c'est fait. Par ailleurs, Audrey Fleurot est revenue sur son arrivée dans la série, avouant même avoir eu quelques doutes à son arrivée, elle indique, je cite, qu'elle ne voyait pas l'intérêt de le faire, c'était de la télévision qui n'était pas moderne, mais le personnage m'est resté en tête. Elle explique alors avoir recontacté la production et avoir mis sa patte sur le personnage qui est devenu Morgan Alvaro que l'on connaît aujourd'hui dans la série. Enfin, dans une interview accordée à TF1 Info, Pierre Loguier, l'un des producteurs de HPI, a donné plus de détails concernant la saison 4, une saison où Morgan va être rattrapé par son karma. Il explique, je cite, « La pagaille qu'elle a mise dans la vie des autres va arriver chez elle, ça va venir de son ex, de ses enfants, de ses collègues et même de ses anciennes co-détenues. Morgan va continuer d'enchaîner les galères tout en vivant une grossesse un peu tardive et toujours dans cette précarité qui la caractérise. Et puis on ne sait pas ce que la montée d'hormones va provoquer dans son cerveau. La grossesse de Morgan va être le véritable enjeu de cette saison 4. Qui est le père de son futur enfant? Ça va être la grosse enquête de la saison 4. Cette fois, on ne cherche pas un meurtrier, mais un géniteur. Il ajoute que la prochaine saison comportera un épisode qui permettra aux fans de comprendre d'où vient le profond amour entre Morgan et Karadec. Par ailleurs, le bilan d'audience est en baisse pour la dernière saison de HPI, avec une moyenne pour les 8 épisodes de 7,4 millions de téléspectateurs, soit 37,3% du public et 48,5% sur les femmes responsables d'achat de moins de 50 ans. À titre de comparaison, la saison 2 avait comblé 8,1 millions de téléspectateurs. Toutefois, HPI est le contenu le plus visionné sur la plateforme MyTF1 avec près de 2 millions de téléspectateurs supplémentaires sur chacun des épisodes de la série. C'est donc un très bon marqueur pour la chaîne. Cette nouvelle saison devrait normalement être à découvrir au printemps prochain sur TF1, toujours avec Audrey Fleurot et toute l'équipe du commissariat de Lille. On évoque maintenant Les yeux grands fermés, le nouveau téléfilm événement de Muriel Robin qui abordera le sujet encore trop tabou de l'inceste. Après Marie Bestéard, l'empoisonneuse en 2006, Jacqueline Sauvage c'était Lui ou Moi en 2018 ou encore Doute en 2021, la comédienne de 68 ans s'empare d'un nouveau fait de société dans Les yeux grands fermés, une nouvelle fiction événement qui portera sur l'inceste. Dans ce téléfilm
également deux parties signées Clément Michel, à qui l'on doit notamment la stratégie de la poussette ou encore Il et Elle. Muriel Robin incarnera Anne-Marie, une grande-mère en proie au doute lorsque son petit-fils de 6 ans, Adrien, manifeste des signes de mal-être. Lorsque l'enseignante de celui-ci va faire un signalement à l'inspection académique concernant de potentiels abus sexuels par son père, Stéphane, joué par Guillaume Labbé, la jeune retraitée va voir son ciel s'écrouler sur sa tête. Jusque-là heureuse et sans histoire, Anne-Marie va devoir choisir entre croire et protéger Adrien ou fermer les yeux et défendre son fils Stéphane. Prendre parti pour l'un, c'est forcément sacrifier l'autre, alors comment va-t-elle faire face à ce dilemme? C'est tout l'enjeu de ce téléfilm. La soirée sera suivie par la diffusion d'un documentaire inédit intitulé Ne le dis à personne, leur combat contre l'inceste. Il proposera aux téléspectateurs de TF1 de suivre l'enquête et le procès d'un père de famille accusé d'inceste. Pendant 4 ans, les caméras de Clémence Badaud ont suivi de l'intérieur l'enquête puis le procès de cette affaire ouverte en décembre 2018 après les révélations de Zoé, 7 ans, sur le comportement de son père. Devant les policiers de la brigade des mineurs de Grasse, la petite fille dénonce des attouchements et des faits de viol de la part de son père. Avant même la diffusion de ce téléfilm événement le mardi 12 septembre, dans l'interview politique de BFM TV et RMC, Apolline Malherbe a reçu l'actrice Muriel Robin et la secrétaire d'État chargée de l'enfance, Charlotte Cadeau, pour évoquer le cas de ces enfants victimes de violences sexuelles. La membre du gouvernement a notamment annoncé le lancement d'une campagne de sensibilisation dans les médias, mais au cœur de l'entretien, Muriel Robin a interpellé la secrétaire d'État sur les actions du gouvernement contre l'inceste. Une colère chez vous, Muriel Robin? Tristesse d'abord, parce que la colère, elle n'est pas une tristesse. Mais moi, je voudrais savoir, parce que j'ai lu, je me suis renseignée un peu sur quoi, c'est pas mon sujet, mais que tout ça, ça coûtait 9 milliards, 9 quelques milliards chaque année. Mais le gouvernement va faire quoi? Parce qu'il y a ça, d'accord? Parce qu'on est quand même, moi je trouve, j'ai découvert, il me semblait qu'on était au stade zéro de ce fléau. Ça n'existe pas, puisque on est au stade zéro. Donc les enfants, vous voyez, ça a encore sonné. Et j'arrête, parce que c'est presque, c'est sordide, c'est affreux, mais on se rend bien compte de ce qui se passe quand même. Depuis 2018, il y a une prise vraiment en main de ce sujet des violences intrafamiliales et dedans les violences conjugales et les violences aux enfants très fortes. C'est un souhait du président de la République. Depuis le Grenelle, beaucoup de choses ont été faites. Récemment, création d'un office de police dédié, formation, y compris de l'ensemble des médecins libéraux avec la diffusion d'une formation dédiée, la mise en place du 119 Pro, le renforcement du 119, la question de l'éducation sexuelle à l'école qui est repris complètement à zéro, compte tenu évidemment des difficultés qu'on a. Bien sûr, le gouvernement doit faire, on a tout un plan qu'on va continuer d'ailleurs en novembre parce que le combat est collectif. Est-ce que ça répond à votre question, Muriel Mais Robin? ce n'est pas suffisant, pardonnez-moi, je voudrais juste dire ça doit toucher tout le monde. Moi je peux mettre, je ne sais rien, peut-on mettre un policier et un magistrat derrière autant d'agresseurs, toutes les 3 minutes? Il faut donc que ça change les cerveaux et ça prend du temps. On l'a vu en Espagne sur les violences conjugales, il a fallu 6 ou 7 ans pour que ça percute la société espagnole. Oui, mais il a fallu aussi 1 milliard que la France ne donne pas aux femmes. Et les femmes, parce que c'est vrai que ça fait 5 ans, je le connais bien, le sujet, et là c'est vrai que moi je ne me contenterai pas de quelques bracelets électroniques et de quelques policiers formés. On voit encore qu'il y a des femmes qui meurent vous avez raison. Et qui n'auraient pas dû mourir. Vous avez raison, et c'est inacceptable, mais nous ne pouvons pas mener ce combat tout seul. Il faut des moyens, et l'État en met. Aujourd'hui, on a vu... Si j'écoute Muriel Robin, qui pourtant est avocat dans ce combat. Combien vaut la vie d'une femme, et je n'aime pas la réponse. Mais bien sûr, il n'y a pas de valeur. C'est extraordinaire, la vie d'un enfant. Mais bien sûr que ça coûte énormément d'argent. Par ailleurs, M6 diffusera également le dimanche 24 septembre prochain à partir de 23h10 un documentaire sur l'inceste dans lequel Emmanuel Béard va également témoigner. Les chaînes se mobilisent donc en cette rentrée pour parler de ce sujet encore trop tabou. Selon un sondage Ipsos de 2020 pour l'association Face à l'inceste, il y aurait près de 6,7 millions de victimes de l'inceste, soit un Français sur 10. Un chiffre encore sous-estimé puisque de nombreuses victimes sont encore dans le déni, se suicident avant même d'en avoir parlé, ou alors ne témoigneront tout simplement jamais. Par ailleurs, beaucoup n'en parlent pas ou peu à leurs proches, ce qui limite forcément la portée du nombre de personnes qui connaissent une victime. La plateforme téléphonique d'écoute pour les victimes d'inceste a été mise en place au 0 805 802 804 en France métropolitaine et au 0 800 100 811 pour l'outre-mer. Ces appels sont anonymes, gratuits et seul le département et l'âge seront demandés justement pour faire ces statistiques. Le téléfilm événement Les yeux grands fermés avec Muriel Robin sera diffusé le lundi 2 octobre prochain à 21h10 sur TF1. Et enfin, on termine ce JT de la télé avec TPMP.
Complot, fake news et compagnie, on évoque les premières polémiques de la saison. Ce mardi 12 septembre dans PAF avec Baba, le before de TPMP, Cyril Hanouna a porté à la connaissance des téléspectateurs 2 vidéos qui ont fait récemment le buzz, diffusées sur Twitter sur le compte Serfia, qui les a depuis supprimées, dans lequel, je cite, plusieurs personnes se comportent comme des zombies dans la rue de Rouen en pleine France. Il aurait, selon les auteurs de la vidéo, consommé de la xylénine, une drogue qui donne des allures de zombies, a alors précisé l'animateur avant de les diffuser devant près de 436 000 téléspectateurs, soit 3,2% du public. Ces dernières ont ensuite été, comme le veut la coutume dans TPMP, commentées par les chroniqueurs. Valérie Benaïm a ainsi assuré avec aplomb, mais sans citer la moindre source, je cite, « On sait que la drogue du zombie est arrivée sur le territoire français avant que Alex Good ne surenchérisse, surtout quand tu les vois, ce qui est très impressionnant, c'est que tu penses que c'est Walking Dead, parfois ils sont très calmes et d'un coup ils s'excitent, j'en ai eu à San Francisco, ils sont devenus fous, qui se donnent des coups. En général, ce qui arrive là-bas arrive chez nous avec du retard. » La contribution au débat de Kelly Vedovelli est peut-être la plus inquiétante puisqu'elle affirme avec aplomb, je cite, « Comme ils sont en manque d'argent et en manque de nourriture, ils escaladent les balcons des gens pour aller se nourrir chez les gens et quand les gens rentrent, ils se retrouvent nez à nez avec ces personnes et ça fait vachement flipper. » S'agit-il d'un récit vécu par la chroniqueuse ? Eh bien non, je cite, « Je l'ai vu hier sur internet, a-t-elle conclu. Voilà, tremble journaliste d'investigation. Dans un article publié plusieurs heures avant la diffusion, Check News avait pris soin de contextualiser ces 2 vidéos et avait écrit, je cite, « Si ces images ont bien été filmées dans l'agglomération rouennaise, dans le cas précis de ces images, les témoins, autorités locales et observatoires contactés par nos soins réfutent toute observation de fentanyl et ou de xylazine sur le terrain. Il s'agit selon plusieurs témoins rencontrés sur place, soit de personnes handicapées, soit de personnes alcoolisées. Absolument aucun élément ne permet d'affirmer que la drogue du zombie, qui fait des ravages aux États-Unis, est arrivée dans nos rues. Check News affirme donc totalement l'inverse que ce qui a été affirmé sur le plateau de C8. Dans un autre article publié ce mardi, France 3 Normandie a elle est arrivé à la même conclusion. Julien Boteiller, rédacteur en chef de 76 Actu, implanté à Rouen, a indiqué sur Twitter, je cite, « Ça vous emmerde pas TPMP et Cyril Hanouna de diffuser des vidéos de personnes handicapées sans leur accord en les présentant comme drogués alors que plusieurs articles de démenti cette intox et ont été publiés plusieurs heures avant votre émission et on remercie encore Serfia pour avoir diffusé cette fake news et qui n'en est toujours pas excusé. » Quant à la seconde vidéo montrant 2 hommes titubants dans le métro de Rouen, l'auteur des images détaille auprès de Libération, je cite, « La personne de droite tenait une bouteille d'alcool complètement vide 2 minutes avant que je filme, ajoutant d'après lui que ces 2 personnes étaient donc fortement alcoolisées et même ivres. De plus, la préfecture de la Seine-Maritime et le parquet de Rouen déclarent, je cite, qu'aucune saisine de xylatine ni de fentanyl ont été enregistrées par les services de police ni aucun signalement n'a été identifié par le réseau régional de pharmacologie Vigilance. Même son de cloche du côté du milieu associatif sur le terrain puisque l'association La Boussole indiquait ainsi ne pas avoir constaté la consommation d'un tel produit, même si son équipe reste vigilante. À l'heure actuelle, la séquence de TPMP partagée sur les réseaux sociaux est toujours en ligne. L'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, a ainsi été saisie par de nombreux téléspectateurs et entend instruire la séquence. Par ailleurs, TPMP n'en est pas à son coup d'essai puisque le jour même de la rentrée de TPMP, lundi 4 septembre dernier, Cyril Hanouna avait consacré un débat à l'interdiction de l'abaya, vêtement jugé religieux. Cyril Hanouna avait ainsi reçu en plateau Neila, une lycéenne qui porte l'abaya accompagnée de son père, Nimda Bouchtata, présenté par l'animateur comme un simple père de famille venu soutenir sa fille qui souhaite porter l'abaya quand elle le souhaite, sauf que ce dernier, selon Le Point, serait, je cite, un activiste religieux obsédé par son identité religieuse et l'affirmation de sa foi. Le père de famille a par ailleurs été épinglé à plusieurs reprises pour des propos et des actes antisémites. Éric Elkabi, élu local socialiste à Strasbourg de 2008 à 2016, puis député de 2016 à 2017, a par exemple dénoncé la participation de Hamida Bouchtata à une manifestation consécutive à la perquisition de la mosquée de El So en 2016 et indique, je cite, où le drapeau israélien avait été brûlé et plusieurs témoins avaient entendu crier mort aux juifs.
Le Point a aussi par ailleurs épluché un ancien compte Facebook géré par le père de famille. Il y a plusieurs années, ce dernier aurait écrit notamment que l'attentat du 19 mars 2012 commis par Mohamed Merah dans une école juive à Toulouse ne servirait, je cite, que la cause sioniste. Contacté par Le Point, Cyril Hanouna n'a pas donné suite aux demandes d'interview. Mais ce n'est pas tout. En juillet dernier, la chaîne C8 écopait d'une amende de 500 000 € décidée par l'Arcom à cause de la diffusion d'une séquence sur la légende urbaine de l'adrénochrome dans TPMP, une supposée drogue des stars à base de sang d'enfant dans les hautes sphères de la bourgeoisie et du showbiz, une drogue qui n'existe pas et qui a été inventée de toutes pièces par la sphère complotiste. En seulement 2 semaines, TPMP est donc au cœur de 2 polémiques, ça promet pour le reste de la saison. Voilà, c'est la fin de ce 2e numéro du JT de la télé, j'espère qu'il vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi, tous les liens sont dans la description. N'oubliez pas également de vous abonner pour encore plus d'actu média. N'hésitez pas à aller voir le compte de Benji Media, mais aussi de Jason pour le générique et la musique de fond. Merci de votre fidélité, à très bientôt, ciao ciao.